Ce mois-ci, à Parlons Ancêtres, Paul Lavigne vient nous raconter l'histoire de Saint-Lazare de Vaudreuil. Philippe Aubry nous raconte l'histoire des trains au Québec et tout plein d'autres petits sujets dans le monde de la généalogie. Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va bien, merci. J'espère que ça va bien pour nos auditeurs. Toi, Eric, ça va? Oui, ça va super bien. Yann, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Ben, écoute, la dernière fois, on avait commencé une nouvelle façon de présenter un peu nos entrevues, puis on avait un peu fait un appel pour avoir des conférenciers, puis des gens, puis ben, c'est ça qu'on a cette fois-ci. On va revoir notre ami Paul Lavigne, là, il était venu nous parler, lui, de son ancêtre qui était du régiment Carignan-Salière. Mais là, cette fois-ci, il n'est pas là pour nous parler du régiment Carignan-Salière. Il va nous parler de quelque chose de beaucoup plus récent, c'est-à-dire le 150e du village de Saint-Lazare de Vaudreuil, qui est arrivé tout récemment. Ouais, puis toi, sûrement que ça va t'intéresser plus particulièrement, puisque, bon, comme moi, tu t'intéresses à l'histoire de pas mal tous les villages au Québec, mais celui-là, ben, c'est un village qui est voisin, là, où ce que tu habites, à Vaudreuil. Ah, et tous les noms qu'on a à Saint-Lazare, c'est tous des gens qui sont allés au secondaire avec moi. En effet, en effet. Puis sinon, ben, écoute, on a un autre invité qu'on a déjà rencontré. Il était venu nous raconter l'histoire des Laurentides, Philippe Aubry. Mais là, cette fois-ci, si vous vous rappelez, c'est un camionneur historien, donc il mélange ces deux passions là, pour les transports, pour venir nous présenter l'histoire des trains au Québec, une histoire qui a une importance capitale là, dans le développement là, de la province là, dans les années 1800 à 1900, au milieu des années 1900. Avant de poursuivre, là, on va aussi finir ça, hein, comme dans tous les journaux. On finit avec la section des sports. Lors de l'émission de décembre, je vous avais présenté ce qui s'était passé en décembre 1909 dans l'histoire du Canadien, soit les débuts du Canadien, puis bon, comment est-ce qu'on a monté le club. Aujourd'hui, je vous présente janvier 1910, soit les premiers matchs là, de l'histoire du Canadien. Vous savez que tout ça, c'est disponible en audio, l'histoire du Canadien, mais aussi, je tiens à vous faire souligner qu'il y a aussi la balado de Parlons Ancêtres, là, que j'ai tranquillement, pas vite, programmé des sorties d'émissions qu'on a déjà passées, là, que ce soit avec Jesse, le franco-américain de l'année, ou que ce soit, il va y avoir l'histoire de l'île Perrot, il va y avoir nos ancêtres acadiens, un paquet là, d'émissions qu'on a déjà passées en vidéo, puis que peut-être que vous auriez voulu là, écouter, mais que ça n'a jamais donné, mais qu'en auto, ça va mieux. Ouais, Alors, allez, en format audio, là, si les camionneurs aiment bien ça, avoir quelque chose qu'on peut écouter pendant une longue période. exactement, exactement. Tout ça pour dire que, bon, il y a aussi, hein, tu nous avais présenté les dossiers militaires, comment rechercher et trouver de Ouais, puis on l'information n'avait des pas dossiers. fini. On n'avait pas fini. Alors aujourd'hui, tu nous présentes les correspondances et le testament de ton grand-oncle. On vous montre la vidéo à l'instant. Donc, la dernière fois, on parlait de Armand Lachance, puis on mentionnait que dans le dossier militaire, là, il y a beaucoup de pages où est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Mais pour quelqu'un qui est décédé, on a aussi beaucoup de correspondances, puis tu sais, tout ce qui est après le décès. Euh, puis c'est intéressant quand même pour voir comment ça fonctionne pour un soldat. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir avec ça. Donc ici, on a le Canadian National Telegraph. Donc, c'est un télégramme qui est envoyé à M. Edgar Lachance, vu que c'était son frère, sur la rue Royale à Sherbrooke, le 8 novembre 44. On s'entend, il est décédé le 25 octobre. Là, on voit ici le ministre de la Défense nationale regrette profondément vous informer, soldat Armand Lachance, des 46974, officiellement porté disparu au combat, 24 octobre 1944. Stop. Lorsque nous recevrons des renseignements supplémentaires, nous les transmettrons aussitôt.
directeur des archives militaires. Donc ça, c'est Edgar, son frère, qui a reçu ça, un papier comme ça. C'est ce papier-là qu'il a reçu en novembre 44. Ça, c'est une copie. Ça sera envoyé pendant la journée. T'imagines-tu le stress, hein, quand que t'es un parent, là? Bon, là, c'est son frère, puis Ouais. peut-être autre chose, là, mais, tu sais, c'est un de tes enfants, là, que tu reçois Ben, ça. tu sais, je t'ai dit que mon grand-oncle a fait la biographie de mes arrière-grands-parents. Mon grand-oncle, qui s'appelle aussi Armand, mais Armand Audet, a été blessé pendant la campagne d'Italie. Puis, c'est ça, là, tu sais, il explique, il dit, ben là, ma mère, elle a reçu, Armand, il a été blessé au combat. Puis là, ben, ils n'ont pas de nouvelles pendant un mois. Le blessé au combat, c'est quoi? Il est tombé au combat, il est correct? Qu'est-ce qui se passe avec? Puis un mois plus tard, il y a Armand qui envoie une lettre. Ah, en passant, je suis rendu dans un hôpital, ça va bien, j'ai été blessé à la jambe. Il y a été un mois en n'ayant aucune idée de ce qui s'est passé. Il a été blessé, genre il a explosé, ou tu sais, il y a eu des égratignures, puis ils l'ont retiré du. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Fait que là, ici, en novembre 44, ils savent pas qu'est-ce qui arrive avec Armand Lachance. Armand, il est blessé. Il est blessé comment? Il est mort? Ils savent pas. Ils n'ont aucune idée. Puis on va le voir plus tard, là, ils ont plein d'interrogations par rapport à ce qui se passe parce que c'est la guerre. Puis l'information arrive au compte-gouttes. Quand on a de l'information, ils ont de la misère à identifier les gens. Puis ben, c'est ça qui se passe. Là, ici, le 25 janvier, novembre, décembre, janvier, 2 mois et demi plus tard. Monsieur Edgar Lachance, sur l'avenue Royale à Sherbrooke. Regrettons profondément aux informés soldats Armand Lachance D46974, antérieurement porté disparu au combat, maintenant officiellement porté tué au combat, 25 octobre 1944, stop. Lorsque nous recevrons les renseignements supplémentaires, nous les transmettrons aussitôt. Là, il sait qu'il est mort. Ils n'ont aucune idée. Il a plié sur une mine, il s'est fait tirer dessus, il a fait un combat corps à corps, puis il s'est noyé. Il est tombé à quelque part, il s'est fait écraser par un tank, il n'a aucune idée. Il est mort. Là, ici, on parlait du 24 octobre, ici, on parle du 25 octobre. Les informations sont assez légères. On continue. Le 7 février, ici, c'est le 25 janvier, un autre mois plus tard. Ouais. Cher monsieur, c'est avec un profond regret que j'ai appris le décès de votre frère, le soldat Armand Lachance, matricule D46974, qui a donné sa vie au service de sa patrie sur le théâtre de guerre de l'Europe occidentale le 25 octobre 1941. D'après les renseignements officiels que nous avons reçus, votre frère a été tué au combat contre l'ennemi. Vous pouvez compter sur réception de détails supplémentaires, nous vous en aviserons sans délai. Le ministère de la Défense nationale et les membres du Conseil de l'armée me chargent de vous offrir, à vous-même et à votre famille, leurs sincères condoléances dans votre deuil. Nous rendons hommage au soldat Lachance pour son vaillant sacrifice. Votre bien dévoué, l'adjudant général intérimaire, A.W. Walford pour A.C. Spencer Brigadier. Ça va être envoyé à Edgar Lachance sur la rue Royale à Sherbrooke. Là, on est en février 45. La guerre a fini en 1945. Ça ici, c'est intéressant. C'est écrit à la main. Cher monsieur, j'ai reçu la photographie concernant le testament du soldat Armand Lachance. Vous serez bien aimable de communiquer avec moi à la même adresse. Lucienne Rousseau, sur la rue Prospect, à Sherbrooke. Lucienne Rousseau, c'est un nom qui dit quelque chose, moi, ça? Je l'ai vu j'ai vu un Rousseau tantôt. Tout à fait. On va en revenir un petit peu plus tard. Alors, ce document-là, c'est un petit document, c'est intéressant. C'est un formulaire qui a été écrit à la main ici. On peut voir solely for use on active service, this will page must not be used until you have been placed under orders for active service. Donc, c'est un document de testament qui peut être utilisé seulement quand tu es envoyé sur le service. Will, testament, for use if the soldier has not already made a will or wishes to alter one already made. See instruction page 22. Donc, c'est un testament à utiliser si tu n'as jamais fait de testament, puis tu es déployé, ou si tu veux modifier ton testament. Donc, on peut voir, c'est daté ici du 9 juin 44. Tantôt, on disait, le 9 juin, sais-tu qu'est-ce qu'il faisait? La dernière fois, on avait vu, le 9 juin, il embarquait en Angleterre, et le 10 juin, il débarquait en France. Donc, une des dernières choses
que Armand a fait en Angleterre avant de partir, c'est d'écrire ce document-ci qui se veut un testament. Là, on s'entend, c'est un francophone, il est dans un régiment, mais il écrit en anglais pareil. Là, in the event of my death, I give $100 to my fiancée, Miss Lucienne Rousseau, 153 Prospect Sherbrooke, and I give the remaining part of my property to my brother, Monsieur Edgar Lachance. Donc, ce qu'il dit ici, c'est, advenant que je décède, je donne 100 dollars à ma fiancée, mademoiselle Lucienne Rousseau, de la rue Prospect à Sherbrooke, et le reste de mes avoirs vont aller à mon frère Edgar Lachance. Ça, c'était, là, ici, c'est pour un individu en particulier. Dis-toi que tous les gars qui étaient en train de se faire envoyer sur le front en Normandie ont tous rempli un truc dans le genre de ça. Il y en a beaucoup qui ont écrit des lettres, genre, advenant que je décède, qu'est-ce qui se passe? Les gars s'en allaient sur le front en sachant qu'ils s'en allaient avec des chances quand même... Des chances assez élevées de pas revenir, là. C'était pas... ils savaient ce qu'il y avait à faire, ils savaient que c'était dangereux. Ils prenaient ce que ça prenait pour le cause qui revenait pas. Donc, on a sa signature, Armand Lachance, private des 46974, 9 juin 44. Donc, avant de quitter pour l'Angleterre et d'aller sur le front en Normandie, où est-ce que le combat était quand même assez solide. Là, on parle, c'est 3 jours. Lui a fait ça 3 jours après le débarquement. Là, c'était pas le jour J, où est-ce que tu arrivais sans trop savoir. Là, il savait à ce moment-là au moins qu'il y avait un pied à terre là, sur la France. Mais il partait en sachant que ça se peut qu'il revienne pas. On a ensuite un formulaire de testament. Celui-là, il a été fait avant. Ils l'ont mis avec, probablement parce qu'ils s'en sont servis. Comme j'ai dit la dernière fois, le dossier est un peu pêle-mêle. Mais ça, c'est le formulaire de testament officiel. Donc, on parle de Armand Lachance du village de Spring Hill, comté de Frontenac, Québec. L'air de rien, là, à l'époque, par la poste, c'est juste marqué Armand Lachance, Spring Hill, comté de Frontenac, ça se rendait chez eux. Il y a pas d'adresse postale. Donc, ce document-là est quand même assez intéressant. C'est un document relativement spécifique. Là, c'est un but légal. Donc, je lègue à Edgar Lachance, mon frère, de la rue Laurier, Québec, excusez, à Sherbrooke, Québec, tous mes biens et objets personnels. Ici, on dit, lui était journalier. Ça a été fait le 6 juillet. Non, ça a été fait le 15 avril 1941. Ici, par difficile à lire un peu. Là. Ça, c'est le premier témoin, puis le second témoin. Il y a des gens qui savent une fois qu'à qui il l'a fait, c'était lui. Il n'était pas sous influence de personne ou de quoi que ce soit. Mais en 1941, quand il s'est enrôlé. Pour remettre un petit peu dans le contexte, ici on voit Delia Odette, ça c'est la mère de mon père, c'est ma grand-mère, avec Conrad Lauzon qui était mon grand-père, qui est décédé en 72 avant que mes parents se marient. Puis Floribert, c'était, j'en ai déjà parlé, c'était originellement c'était son premier prétendant quand il faisait des soirées dansantes dans le petit village, mais c'est aussi son deuxième mari, c'est mon grand-père, c'est lui que j'ai toujours appelé grand-père. Là. Puis là, on regardait son frère, Armand Lachance, qui est ici. Là, ben, Armand Lachance, on a appris, moi je l'ai pas connu, Armand il est mort à 44. Puis mon grand-père, il en a pas vraiment parlé. Là, je pense pas qu'il parlait beaucoup de leurs frères qui sont tombés au combat. Mais Armand, il est mort à 44, il était fiancé à ce moment-là à une Lucienne Rousseau. Là, ce que moi, en tant que généalogue, je trouve ça super intéressant, c'est là, si on va regarder, regardez ça ici, on revient à Floribert, mon grand-père, on revient à ma grand-mère. Là, il était 18, là, je pense déjà mentionné une couple de fois. Marie-Laure, ma grand-tante, je me souviens, était super fine. Elle a été mariée à quelques reprises parce que c'est lui qui est décès. Elle a fréquenté un Félix Rousseau. Là, ben, tu sais, on parle d'une Lucienne. Moi, j'ai l'impression que j'ai pas encore documenté ça, mais, tu sais, c'est un petit village, il n'y avait pas grand gens.
Fait que moi, je pense que Marie-Laure était mariée au frère de la d'Armand. fiancée d'Armand. Puis ensuite, Marie-Laure, elle s'est mariée avec Raphaël, qui lui est le frère de Floribert, puis de Armand. C'était des petits villages dans ce temps-là. Il n'y allait pas 4 villages à côté. C'est pas comme maintenant, parce que tu vas faire aller causer quelqu'un à Gaspésie puis que tu peux déménager à Québec, ou qu'on peut faire un balado ou une vidéo YouTube pendant qu'on est à 2 régions du Québec différentes. Dans le temps, tu allais voir les agents qui étaient quand même proches. Puis ben c'est ça. Moi, j'ai l'impression que Lucienne Rousseau puis Félix Rousseau doivent avoir un lien, frère et sœur ou cousin, là, que j'ai pas encore documenté. Je la connais pas pantoute, je l'ai pas trouvé encore, elle. Hmm. Étant dans les années 40, c'est pas évident encore à retrouver, là, si t'as pas un lien direct. Moi, outre le fait que tu découvres le nom de sa fiancée, hein, parce que sinon, il n'y aurait pas eu de document officiel où ce qu'on aurait trouvé ça, ça aurait été difficile de trouver son nom. Il n'y a pas de registre de mariage quand t'es fiancé, là. En Non, fait, elle c'est avait ça. même pas le droit tu sais, il y avait des commémorations pour les soldats tombés au combat, pour les épouses, les mères, mais rien pour les fiancés. Parce que ça Hmm. n'existait pas. C'est ça. Donc, ça te permet de trouver cette information-là. L'autre chose aussi que je trouvais intéressante, c'est dans les correspondantes, hein, dans les correspondances, l'information qui arrive au compte-gouttes. Hein. Tu sais, Ouais. aujourd'hui, hein, à la vitesse que l'information va, pour nous autres, là, t'imagines-tu attendre pendant des semaines, des mois, Ouais. t'apprends que ton fils, ton frère est blessé au combat, mais t'as pas plus de nouvelles que ça. Une Ouais. blessure grave, une blessure, un orteil cassé, c'est quoi là, on sait pas. Bon, Oui, euh, il est blessé, c'est quoi? Il est en train de mourir ou il s'est arraché un ongle, tu sais? ouais, c'est ça, c'est ça. Nous Fait autres, de que, nos jours, Justin, il démissionne, puis c'est dans toutes les nouvelles, dans tous les médias sociaux, t'as des pop-ups sur ton téléphone, puis tu le sais en dedans de 10 dans minutes. la minute, dans la Ouais, minute que ça se passe. Bon, autre temps, autre mœurs, hein. ouais. Parlant d'autre temps, autre mœurs, on va faire un petit rétro avec Philippe qu'on va vous présenter plus tard. Hein. Ben, on vous présente un petit extrait de ce qu'il était venu nous raconter lors de sa première visite quand il est venu nous raconter l'histoire des Laurentides. Sainte-Adèle, ça a été concédé par et pour Augustin Norbert Morin. Ben lui, il se fait octroyer des terres à Sainte-Adèle, puis son but, c'est d'établir du monde. Mais ces gens-là, tu sais, on se rend jusqu'à Sainte-Agathe. Quand Saint-Jérôme devient une ville, à Sainte-Agathe, on s'installe. Fait que là, tu t'en vas de plus en plus loin. Sainte-Agathe, c'est à peu près 45 km de Saint-Jérôme au nord. Là, tu te dis que tu es dans le comté de Terrebonne, tes services sont à Terrebonne. Ça commence à faire loin. Ouais, on fait pousser des roches. D'ailleurs, il y a des colons qui étaient pas contents que, mettons, ils sont allés dans les Laurentides, puis Curé Labelle leur a dit cette terre-là. Ils étaient pas contents, ils abandonnent le projet, mais avant de faire ça, ils font un mauvais coup. Ils vont porter un paquet de roches sur le perron du presbytère pour payer à la dîme. C'est ça qu'ils ont cultivé. Il y a juste la roche qui pousse. Parlant de colonisation, eh bien, on s'en va à peu près à la même époque, mais dans une autre région. On s'en va dans la région de Vaudreuil-Soulanges, où est-ce que Paul Lavigne va nous raconter l'histoire de Saint-Lazare. Alors, on est en compagnie de Paul Lavigne. Paul, ça va bien? Ça va très bien, Eric, merci. Yann, comment ça va, toi? Ça va très bien, merci. On est super content de te revoir. Ouais, ça me fait plaisir d'être de retour avec vous. Super. Alors, si d'entrée de jeu, tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'histoire de Saint-Lazare de Vaudreuil? C'était vraiment par accident où est-ce que j'ai rencontré il y a peut-être un 7-8 ans un de mes voisins qui était un prof d'histoire ici à Saint-Lazare. Et de fil en aiguille, on a jasé, je lui ai dit mon nom, puis il me demandait si j'étais parent avec les Poudrettes d'Ilavigne, qui était une des familles fondatrices ici à Saint-Lazare. Alors, j'ai pris quelques temps pour faire des recherches pour m'apercevoir qu'en effet, mon arrière-arrière-grand-père était Jean-Baptiste Poudrette d'Ilavigne, son épouse Célanie Pilon. Ils étaient en effet une des 190 familles fondatrices présentes sur le territoire de Saint-Lazare en 1875. Et c'est eux qui appartenaient les terrains sur chaque côté de la route, le chemin Saint-Angélique ici dans le centre-ville de Saint-Lazare. Et ils ont cédé le terrain à la fabrique de la paroisse, si tu veux, de Saint-Lazare pour bâtir l'église, le presbytère et le cimetière en 1875.
Alors, il était très connu à peu près à ce moment-là dans la région ici. Et c'est un peu de fil en aiguille en sachant que je faisais partie d'une des familles fondatrices qui a eu de l'intérêt. Mon arrière-grand-père était de la région, mes arrière-grands-oncles ont joué un rôle important dans le développement de Saint-Lazare dans la fin des années 1800, début 1900. Bref, alors tout ça, je me suis joint à la Société historique de Saint-Lazare il y a 5 ans. Avec l'optique de vraiment travailler sur le livre du 150e que nous célébrons en 2025 ici. On avait déjà un plan qu'on voulait faire un livre et je voulais absolument m'impliquer dans ce projet-là. Alors, on a commencé il y a 5 ans à discuter un peu quoi faire et les recherches un petit peu plus poussées il y a 3 ans sur l'écriture du livre qui nous amène aujourd'hui au livre qu'on a inauguré le mois dernier et qui célèbre le 150 ans de Saint-Lazare dans 2025. Parfait, Ah, ça, merci. c'est quand même cool. Tu parlais du chemin Saint-Angélique. Là. Pour les gens qui connaissent pas Saint-Lazare, Saint-Angélique, c'est comme une des rues, sinon la rue principale, je pense, à Saint-Lazare. Fait que c'était quand même, il y avait des beaux terrains là, déjà à l'époque. Oui, en effet, j'ai été surpris de connaître ça. Saint-Angélique, c'est en effet, c'est le cœur du village, si on veut, là. Saint-Lazare a été développé très bizarrement dans le temps, où est-ce que les premières concessions ont été ouvertes dans l'ouest de la ville. On a ouvert d'autres concessions près du chemin de fer, ce qu'on appelle le dépôt, et le village comme tel. Fait qu'au lieu d'avoir une ville qui s'est développée à partir du noyau central vers l'extérieur, on a eu 3 pôles de développement différents ici à Saint-Lazare, totalement différents les uns des autres. Et en effet, Saint-Angélique, c'était le cœur du village. Comme je dis, mon arrière-arrière-grand-père appartenait à les terres sur les 2 côtés. Alors, il a gardé un côté pour bâtir sa maison familiale, etc. Et il a cédé l'autre côté à la ville pour bâtir différentes choses. Fait que, non, en effet, c'est C'est spécial. une belle collaboration, comme on dit. Ouais. Avant de parler du développement de Saint-Lazare comme tel, je pense qu'il faut qu'on retourne un petit peu en arrière. Puis avant l'arrivée des Européens, là, pour savoir les gens, là, le territoire de Saint-Lazare, là, on va vous montrer une carte, là, mais c'est entre la rivière des Outaouais et le fleuve Saint-Laurent. Mais ça ne touche pas ni à une côte, ni à une rive, ni à l'autre. C'est vraiment dans le milieu, là, dans ce qu'on appelle Vaudreuil-Soulanges. Pourrais-tu nous expliquer c'était quoi la présence des nations autochtones sur le territoire là, avant l'arrivée là, des habitants de Saint-Lazare? C'est une bonne question. Nos recherches nous indiquent que la présence des Autochtones était relativement mineure à Saint-Lazare comme tel. Comme tu as mentionné tantôt, le fait qu'on n'était pas près d'un plan d'eau, les attraits ici, autres que la chasse, les petits fruits, etc., étaient relativement limités. À ce moment-là, on parlait de 2 peuples autochtones, soit les Algonquins et les Iroquois, qui s'installaient dans le coin de Coteau-du-Lac, Dorion, Vaudreuil, Hudson, l'autre côté du lac des Deux-Montagnes, un peu avec Oka. Alors, la présence, il s'installait sur le bord des cours d'eau, où est-ce que la pêche était principalement leur attrait dans ce moment-là. Nous, étant à l'intérieur des terres, il n'y avait pas vraiment de raison logique de venir s'installer sur nos terres, autre comme on parlait tantôt, pour la chasse et pour les petits fruits. Ouais, les Amérindiens, ce qu'ils faisaient comme les premiers Européens, puis l'essentiel du déplacement se faisait par cours d'eau, j'imagine. Les autres, il y avait des cailloux d'écorce, puis ainsi de suite pour se déplacer. Je présume que c'était beaucoup plus pratique d'être sur le bord de la rivière des Outaouais que d'être en plein milieu des champs. C'est des belles vallées, là, mais pour se déplacer rapidement, c'est pas top. Là. Non, en effet, c'était des peuples nomades. Alors, personne n'est installé ici en permanence. Ils venaient à l'été, ils venaient pêcher. À l'automne, ils se déplaçaient ailleurs. Que ce soit les Iroquois qui se déplaçaient vers le fleuve, vers la rivière Saint-Jean pour se déplacer vers le sud, vers l'État de New York, ou que ce soit les Algonquins qui allaient un petit peu plus vers l'ouest, vers l'Abitibi, dans ce bout-là. Alors, ils venaient, ils s'installaient pour quelques mois, peut-être une saison ou 2, ils quittaient par la suite, d'où la preuve un peu qu'on a retrouvé de plusieurs différents campements à différents endroits, des 2 peuples algonquins et iroquois également. On est tout près de l'île aux Tourtes ici, le fameux pont de l'île aux Tourtes qu'on parle depuis, etc. Et il y avait un fort à l'île aux Tourtes Ouais. de prêtres jésuites.
Des Et missionnaires. l'autre côté, là, à Senneville, il y avait un phare également. Alors, les deux étaient peut-être à 1 mille de différence sur la rivière des Outaouais de chaque côté. Alors, ça, c'est venu un petit peu plus tard, là. Mais on a des vestiges également des peuples autochtones sur l'île aux Tourtes qui est tout près également. Alors, ce qui confirme un peu les notions qu'on a trouvées ici, là, de qui habitait ici et quand et pourquoi. Fait que déjà, à l'époque, dans le coin ici, ça servait comme chalet d'été. Ils venaient juste pour l'été. On peut dire ça. La pêche était excellente sur la rivière des Outaouais, alors c'était un endroit idéal. Ici, la rivière rétrécit avec Senneville d'un côté, fait qu'encore là, plus de poissons dans ce bout ici. Alors, c'est logique qu'ils pêchaient dans ce coin ici, puis qu'ils s'installaient pour l'été, et qu'ils quittaient quand l'hiver prenait. Quand c'est gelé puis c'était moins hot, la pêche à la glace, ça marche moins bien. Non, pas mal moins bien, ouais, en effet. Là, justement, comme les Européens vont arriver, on va fonder la Nouvelle-France, mais comme qu'on disait tantôt, c'est pas sur le bord d'un cours d'eau. Faut que ça va prendre du temps là, avant qu'on développe là, la région de ce qu'on appelle aujourd'hui Saint-Lazare, mais comment que ça se passe là au temps de la Nouvelle-France? Alors, c'est plus Vaudreuil, Soulanges comme tel, les deux comtés qu'on connaît aujourd'hui, si on veut, qui vont connaître le développement, et par un effet boomerang un peu, Saint-Lazare va l'être. La qualité de l'eau ici est incroyable, on avait des champs, c'est relativement plat, fait qu'il n'y a pas beaucoup de montagnes ici, ça fait que c'est des belles régions cultivables. Alors, les gens qui s'installaient, les Français qui sont venus s'installer après Montréal, alors on sait que dans les années 1600, on voit Montréal se développer tranquillement, pas vite. On s'en va vers l'ouest pour essayer de trouver d'autres sources de développement. La rivière des Outaouais, par la suite, qui a mené au Grand Lac, qui a mené au sud des États-Unis. Alors, on passait pas par ici pour transiter temporairement ou pour un petit bout de temps. Alors, ce qu'on connaît comme les chasseurs ou les gens qui allaient pour les pots passaient par ici automatiquement. Et comme il y avait des Autochtones de basés ici, ben, le commerce se faisait également sur la pointe de Vaudreuil, dans ce bout-là. Alors, tout ce qui est sur le bord de l'eau ici, Hudson, Vaudreuil, Dorion, Coteau-du-Lac, etc., s'est développé en premier. Alors, c'est vraiment des gens de Montréal qui sont venus s'installer ici. Et prendre terre également, jusqu'à temps qu'on développe la première seigneurie, la seigneurie de Vaudreuil, si on veut, où est-ce que là, à partir de là, on a commencé à avoir vraiment des gens qui vont venir s'installer, qui vont venir peupler la région. Vaudreuil en premier, étant vraiment l'endroit privilégié, et par la suite, ça s'est étendu sur chaque côté de Vaudreuil, si on veut. Là. Est-ce que le territoire de Vaudreuil, premièrement, c'était le gouverneur de Nouvelle-France à ce moment-là. La seigneurie, elle couvrait une grosse partie de la péninsule actuelle de la Presqu'île. Est-ce que Saint-Lazare, Hudson, Rigaud, ces affaires-là, Rigaud, j'imagine que oui, c'était son nom, Pierre de Rigaud, marquis de Vaudreuil, mais est-ce que tous ces territoires-là faisaient partie de la même seigneurie à ce moment-là? Oui, juste en effet. Soulanges s'est développé après, la seigneurie un peu est vraiment développée après. C'est ce qu'on parle de Beauharnois, là. Tout ce qui va de l'autre côté du fleuve, Valleyfield, Beauharnois, etc., c'est une autre seigneurie qui s'est développée à ce moment-là. Alors, tout ce qui était sur ce côté ici, jusqu'à les Cèdres, etc., faisait partie de la seigneurie de Vaudreuil. Il y a eu une seigneurie de Rigaud, par contre. On a eu les deux au même moment. Peut-être juste pour nous situer dans le temps, on parle de la Nouvelle-France, mais la Nouvelle-France, c'est quand même entre 1600-ish puis 1763. On est à peu près dans quelles années là, quand que Vaudreuil devient propriétaire de la seigneurie? Vers ces années-là, vers le milieu, la deuxième partie du 18e siècle, si on veut, là, 1760-70, dans ce bout-là. Okay, un peu avant la guerre de 7 ans. Oui, en effet. Ouais, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, là, quand il y a eu la guerre de 7 ans, le monde connaît la bataille des Plaines d'Abraham, qui disent où c'est qu'il y avait la grosse défaite. Mais autre que la bataille des Plaines d'Abraham, il y a eu la capitulation de Montréal, et la personne qui avait signé la capitulation de Montréal était le gouverneur de Nouvelle-France, qui était Vaudreuil. En effet. Effectivement. Justement, parlant de la guerre de 7 ans, bon là, on parle de la seigneurie de Vaudreuil, on parle pas encore de Saint-Lazare comme tel, là, mais est-ce que la guerre de 7 ans va avoir un impact là, sur les habitants de la seigneurie? Un petit peu, à cause ici, la nomenclature est un petit peu particulière. L'ouest de Saint-Lazare, Hudson, est un milieu hautement anglophone.
et qui est devenu anglophone par la suite. Peut-être pas au moment de la guerre comme telle, mais par la suite, suite à la guerre, on voit le développement du côté anglophone beaucoup plus à ce moment-là. On n'a pas eu énormément d'impact, il n'y a pas eu énormément d'impact la guerre ici dans ce sens-là, où est-ce que les gens se sont bon, mais vite fait à l'idée aux décisions qui ont été prises. L'Église étant omniprésente déjà dans la région à Vaudreuil. Bon, mais on a suivi qu'est-ce qui se faisait ailleurs au pays, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu énormément d'impact là sur le développement de la communauté à ce moment-là. Je pense probablement la seigneurie, quand on a commencé à la développer, c'est là qu'on a vu le plus de développement possible, autre que la période de la guerre comme telle. Parce que c'est ça, là, jusqu'avant la guerre de 7 ans, Vaudreuil, c'est la seigneurie de Pierre de Rigaud de Vaudreuil, mais il ne développe pas là, tant que ça. Là. C'est un coup que les Anglais, là, le régime britannique va arriver en 1763. C'est quoi qui se passe là, justement à partir de ce moment? Alors, on voit que, au fur et à mesure que Montréal se développe encore plus, on semble trouver de la région ici que c'est une région de villégiature. On est sur le bord de l'eau. Les gens profitent de cet endroit-là pour aller s'acheter des terres, aller se développer un peu plus. Alors, tout le long de l'eau, en travers de Rigaud, Vaudreuil, Dorion et comme on dit, jusqu'à Coteau-du-Lac, etc., on voit les gens qui s'installent là, qui viennent passer leur été en campagne et qui reviennent en ville, à Montréal, si on veut, à l'automne pour passer les hivers dans ce cas-là. Alors, c'est comme ça, tranquillement, pas vite. C'est des chalets d'été, finalement. Exactement. C'est un peu ça, des résidences d'été. Et même le gouverneur comme tel avait sa résidence ici. Et dans le Vieux-Montréal, lui, c'est où est-ce que sa demeure était. Il restait à Montréal, mais venait passer ses étés dans sa seigneurie, si on veut, ici, là, à Vaudreuil, à ce moment-là. Là. La population de Vaudreuil, à ce moment-là, n'était pas très, très élevée là, pour une seigneurie. Non, on parle C'était pas, on était loin des grosses seigneuries qu'il y a sur la rive sud et la rive nord du Saint-Laurent, entre Québec et Montréal. Là. C'était une petite seigneurie. Là. L'église de Vaudreuil a été développée là, fin 1700. Là. Ouais, puis à ce moment-là, j'imagine que c'était la seule église seigneuriale. C'est comme rien. Là, ça s'est séparé pas mal par la suite. Là. Oui, t'as raison. Non, on dirait que c'était pas une priorité pour le seigneur de développer sa seigneurie et il n'y avait pas énormément de pression non plus pour le faire. Fait que tranquillement, pas vite, quand quelqu'un avait besoin de quelque chose, on développait un peu. On avait quelques moulins à farine, quelques moulins à bois éventuellement qui se sont développés, mais c'est venu vraiment tranquillement dans ce temps-là. Je pense que c'est plus avec ses filles qu'on a vu, M. Harwood également, qu'on a vu vraiment le développement puis l'effort fait pour développer la seigneurie, qu'on a vu une différence fin des années 1700, début des années 1800. On parle de 1825-1830 quand ces filles ont pris le contrôle de la seigneurie. Alors, à partir de là, on voit vraiment un développement là, qui se fait significatif dans la région à partir de ce moment-là. Quelque chose qui est intéressant avec Harwood, comme on disait, l'Église s'est développée à ce moment-là, l'Église seigneuriale. Là, il y a eu des bancs d'église, le monde avait leur banc. Puis le banc seigneurial, le banc Harwood, lui était plus grand, parce qu'il y a une grande famille. Puis, c'est vrai, fait que, en avant, à l'église à Vaudreuil, il y a un petit banc puis un gros banc. Toutes les autres bancs sont à peu près pareils, 3 places. Puis, à l'époque, il y avait des portes sur les bancs d'église. Puis, je sais pas si tout le monde avait leurs armoiries, mais il restait une porte avec les armoires Harwood. OK. Ah ben, intéressant. Fait que, on a une vieille église, aussi bien d'en profiter pour en parler un peu, là. Oui. Ouais. Bon, tu parlais tantôt du fait que c'était un endroit de villégiature. Bon, on imagine encore une fois sur le bord des rives, là, soit des Outaouais ou du Saint-Laurent. Est-ce que c'est ça qui va amener une immigration britannique là, dans la région? Entre autres, on est favorable à l'immigration et on a commencé à voir les premiers s'en venir au début des années 1820. Les premiers colons anglais qui venaient de l'Angleterre, qui venaient du centre de l'Angleterre, se sont installés sur la côte Saint-Charles et à Hudson. Alors, à partir de ce moment-là, il y avait des grandes terres, les terres étaient fertiles, tout était beau, ils ont fait venir des membres de leur famille, de leurs cousins, etc. Fait que dans une période d'environ 30, 40, 50 ans, on a vu une grosse augmentation de la population anglaise, que ce soit irlandaise, écossaise ou anglaise, et ils se sont tous installés sur la côte Saint-Charles et sur la partie de Hudson. Alors encore aujourd'hui, on retrouve dans l'ouest de Saint-Lazare un quartier
qui est principalement anglophone, et Hudson, qui sont à 80% anglophones. Ça s'est toujours maintenu de ce sens-là. Tandis que tout le reste de Saint-Lazare et de la région Vaudreuil, Rigaud, etc., se sont développés francophones. Fait qu'on avait vraiment un îlot de gens qui se sont développés et qui ont acheté les terres à ce moment-là et que leur progéniture est restée là depuis ce temps-là. Alors, on retrouve toujours une grosse population anglophone depuis le milieu des années 1800, si on veut. Est-ce qu'on sait, on parle de Hudson depuis tantôt un petit peu, là. Est-ce qu'on sait d'où vient le nom? Est-ce que ça a un lien avec la baie d'Hudson? Je crois pas, non. Bonne question, là, mais ça s'appelait, on avait beaucoup de différentes. La ville de Hudson était séparée en 3-4 secteurs dans ce temps-là. Alors, Como, Hudson Heights, Oui. Hudson, Choisy, qui était sur le bord des Mhm. rivaux. Et on a seulement eu si tu veux, une amalgamation de toutes ces villes-là au 20e siècle, où est-ce que tout s'est fusionné à ce moment-là. Fait que c'était tous des petits hameaux, si on veut, là, Ouais. de je sais pas, de 20, 30 familles, etc., tout le long dans ce sens-là. Mais c'était Ouais, à puis Como. Ouais, Como était principalement la plus grosse ouais. de ces secteurs-là, qui mènent justement en bas de la côte Saint-Charles jusque la rue principale à Hudson. C'est là où est-ce qu'était le plus grosse agglomération, si on veut, là, de résidents. Oui, puis les agglomérations, ça n'a pas tout été dans les mêmes villes, là. T'as des bouts qui ont été à Vaudreuil, mais qui sont. T'as un bout de Vaudreuil qui est comme séparé du reste de Vaudreuil à cause des séries d'amalgamations qu'il y a eu dans ce coin-là. Ça fait une drôle de géographie. Absolument. Tu te Euh, promènes aujourd'hui, puis ça fait aucun sens là, quand ouais. tu vas passer de Saint-Lazare à Vaudreuil, à Hudson, en dedans de 200 mètres, puis t'as aucune idée pourquoi est-ce que Vaudreuil est rendu là, mais bon. Puis Saint-Lazare est venu comment là-dedans? Là, on a Hudson et ainsi de suite. Qu'est-ce qui a fait que Saint-Lazare, éventuellement, faisait plus partie de Vaudreuil? Montréal, on se rassemble. Sous les étoiles des histoires, on tremble. On chante nos aïeux et nos chemins. Venez écouter. Là, moi, quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il parlait, tu sais, il y a plein de villages puis villes qui sont maintenant rendus des villes fusionnées avec l'histoire moderne, là, mais il parlait de Como, ça a-tu un lien avec Bécomo? Ben, absolument pas, hein. D'ailleurs, c'est COMO. Puis bon, l'histoire qu'on raconte là, quand on va se promener dans le village de Hudson, là, c'est que Como, en fait, il y a eu un Suisse qui est arrivé comme colon, puis qui s'est installé dans la région. Puis lui, le Suisse en question, il habitait à côté d'un lac qui s'appelait le lac Como en Suisse. OK. Donc de là le nom du village de Como. Fait que son nouveau lac Como, c'est le lac des deux montagnes. Alors, ceci étant dit, hein, si vous voulez acheter le livre de l'histoire de Saint-Lazare de Vaudreuil, eh bien, on va avoir le lien en commentaire. Ou sinon, ben, comme que, il y a beaucoup d'activités du 150e cette année, on vous invite à visiter le site de la Société d'histoire de Saint-Lazare de Vaudreuil là, pour consulter là, pour aller voir les événements qui vont avoir lieu là, en fonction du 150e. Oui, vous pouvez vous abonner aussi, c'est gratis, là, c'est facile. Mm. Un autre sujet qui a dû avoir une importance capitale là, dans l'histoire et de la colonisation des Laurentides et celle de Saint-Lazare et de Vaudreuil-Soulanges en général, c'est l'arrivée du train qui va changer complètement le paysage là, démographique là, de la carte du Québec. Alors, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, eh bien, on a comme invité Philippe Aubry qu'on vous présente à l'instant. Alors, on est en compagnie de Philippe Aubry. Philippe, ça va bien? Salut Eric, oui, ça va bien, toi? Super. Salut Yann. Salut, ça va? C'est le fun de te Oui. revoir. Ben oui, ça fait un petit moment, oui. Philippe, si d'entrée de jeu, hein, on t'a déjà rencontré pour que tu nous racontes l'histoire des Laurentides. Aujourd'hui, ce qui t'amène, c'est l'histoire du train. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'histoire du train au Québec? Écoute, tu sais, le train, c'est un moyen de transport qui est fascinant, qui est surtout aussi marquant hein, dans l'histoire du Québec, mais pas juste. Et puis, ben forcément, en tant que camionneur, moi j'ai déjà fait avec vous, je pense, l'histoire des routes. Puis, ben veux pas, je savais que je pouvais toucher à une autre question par rapport au transport. Le train, qui est tout aussi important, c'est une autre sorte de transport terrestre, mais qui a aussi aidé à bâtir les régions comme les Laurentides, la région que j'étudie.
Puis, je vous le cacherai pas, hein, comme n'importe quel petit gars, moi, un train, ça m'a toujours fasciné. Surtout les Euh, vieux locomotives à vapeur, là, les avec locomotives à vapeur, le un peu comme... mécanisme exposé puis tout, là. Exact, oui, puis c'est imposant, puis j'ai toujours eu une fascination pour ça. Donc, quand je fais mes recherches historiques, ben, c'est un peu comme l'histoire des routes. J'avais une attirance naturelle à vouloir rechercher tout ce qui touche à l'histoire des trains parce que c'est fascinant, puis c'est un vecteur de société, c'est un facteur de développement, le train. Mais également, quand j'en parle, c'est une des premières choses qui me vient en tête, ça va être, ben, le train est arrivé dans telle ville en telle année. Peu importe, on se comprend. Fait que je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de venir vous en jaser, justement. Oui, puis en même temps, le train, historiquement, tu sais, on le sait, le temps au Canada qu'aux États-Unis, ça a été un vecteur de développement. Là, le développement de l'Ouest est arrivé beaucoup avec des chemins de fer pour se rendre, parce que dans le temps, on n'avait pas d'autoroute, là, on faisait ça à pied, sinon, à On cheval. n'avait pas le Cheval choix, de ouais. fer, le train apportait Ouais. une proximité qui était sinon impossible. Puis ça a été vraiment un développement, tu sais, qui avait été fait volontairement pour développer des régions. Ouais, exact. Mais avant qu'on parle du développement de l'Ouest, Philippe, si tu pourrais commencer là, sans nous faire là, une grande exposé sur l'histoire du train, mais avant qu'il arrive au Québec, là, c'est inventé en quelle année, qui invente ça, dans quelles circonstances? Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que là, cette année, au moment où ce que la capsule elle va paraître, on est en 2025, le train fête 200 ans d'existence. Du Quand moins même. pour la forme qu'on lui connaît actuellement. C'est-à-dire qu'auparavant, on utilisait déjà ce qu'on appelle des voies ferrées, comme dans les mines, par exemple, il va y avoir des petits wagons sur des rails, ou Actionné manuellement, genre? j'imagine, oui, ou traînés par des chevaux. Wow. Mais la première fois que la locomotive, donc le chemin de fer comme on l'entend aujourd'hui, il y a une locomotive qui tire des wagons, c'est inventé en Grande-Bretagne, sans surprise. Hein? La Grande-Bretagne, c'est le pays d'où la révolution industrielle a commencé. Donc en 1825, par un certain George Stephenson. Son premier chemin de fer, c'est vraiment pas long. Là, j'ai pas devant moi les villes qui relient, mais c'est assez facile à trouver sur Internet puisque ben c'est à lui qu'on doit cette invention-là. Puis tu sais, très rapidement, ce qui part de l'Angleterre va venir aux États-Unis et finalement au Canada. Évidemment, aujourd'hui, là, quand on va parler de l'histoire des chemins de fer, j'irai pas tout le temps dans les détails parce que je pourrais vous en parler pendant des jours. Mais tu sais, pour faire un résumé, c'est inventé il y a 200 ans en Grande-Bretagne, donc la première fois que c'est utilisé. Aux États-Unis, le premier chemin de fer à être mis en service, c'est 5 ans plus tard, en 1830. Là, quand même. Quand même, c'est vite. C'est très vite. Puis ce qui est aussi Comment ça fait ce qu'on a eu ça, nous autres? ici au Canada, et donc au Canada, ben c'est arrivé au Québec en premier, puisqu'on est au Bas-Canada dans ce temps-là. C'est en 1836. Ah, c'est quand même vite. OK. C'est assez tôt dans l'histoire, effectivement, puis c'est quelque chose qui, depuis le moment que ça a été inventé, ça se parlait déjà de l'amener au Canada pour une simple et bonne raison. Tantôt, on parlait du développement de l'Ouest qui va venir beaucoup plus tard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les seuls moyens de transport efficaces dans un grand pays comme le Canada, c'est l'eau à ce moment-là. Parce que si on se déplace sur la Terre, les chemins, c'est pas vraiment praticable sur des longues distances. Surtout, c'est très, très lent. Puis se déplacer à pied, c'est pas efficace. Donc, c'est l'eau avec, mettons, les navires, puis on va avoir inventé le navire à vapeur, justement, dans ces années-là, qui nous permet de se déplacer. Mais là, on est un pays que, malgré qu'il y a beaucoup de plans d'eau, ben, les distances sur Terre sont inimaginables. Donc, on se dit, on va essayer de battre ça Ouais, en amenant le train. faut pas avoir juste des villes sur le bord de l'eau non plus, tu sais. Exactement. Mais généralement, le fait d'être sur le bord de l'eau, qu'on pense à Montréal ou à Québec, ça fait en sorte que la ville, justement, elle devient très importante assez rapidement. Puis donc, ben, comme je vous disais, ça prend pas beaucoup de temps avant qu'on s'intéresse à l'idée du chemin de fer. La preuve, c'est qu'en 1831, on va déposer un projet de loi à la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada qui s'appelle la Champlain and St. Lawrence Railroad. Puis dans le fond, ce projet de loi-là va mener à la construction du tout premier chemin de fer entre La Prairie, je vais juste regarder sur mes notes, entre La Prairie et Saint-Jean-sur-Richelieu,
en Quand même. 1836. Donc, c'est un trajet qui fait 23 kilomètres. Et la raison pour laquelle on construit le chemin de fer à cet endroit-là, c'est qu'auparavant, il y a un chemin de portage entre la rivière, la Richelieu, et la prairie. On est sur la rive sud de Montréal. Donc, on veut faire un lien plus rapide entre Montréal puis la rivière Richelieu. OK, ouais. Parce que c'est ça, je me disais, c'est quand même pas des grosses villes, là. C'est pas, Non, c'est pas Montréal, New effectivement. York, là. Effectivement. Je vais ajouter une nuance qui est quand même intéressante, puis c'est probablement que la plupart des gens qui vont nous écouter vont pas savoir ça. Moi, malgré mes connaissances en termes de transport, quand je me suis quand j'ai poussé les recherches par rapport aux premiers chemins de fer, j'ai été surpris d'apprendre que les premiers chemins de fer, même si on les appelle chemins de fer, les rails sont en bois. Ah ouais? On Wow. appelait ça un chemin à lisse de bois. Puis, évidemment, le train ne circule pas sur le bois directement, ça serait pas possible. Mais sur ces grands madriers de bois qui servent de rails, on dépose une couche d'acier. Plus tard, mais au début, c'est du fer. Et les wagons roulent là-dessus. Puis évidemment, vous comprendrez que dans un climat comme celui du Canada, surtout avec le gel des gels, le printemps, etc., ben ça fait pas des rails qui durent très longtemps. Fait qu'éventuellement, on va remplacer ce type de rail-là par des rails en fer puis en acier. Je pense autour des années 1850, 1860 là, que ça va se standardiser ainsi. Puis l'autre affaire que j'ai appris en faisant mes recherches, je vais le partager à tous pour vous coucher moins niaiseux. La largeur des Oui, voies c'est ça que j'avais ferrées, demandé. D'où c'est ça pas vient? OK. La largeur des voies ferrées, il existe différents standards, différents gauges qu'on appelle en anglais, donc différents gabarits. Mais le gabarit qu'on appellerait standard aujourd'hui, donc que tout le monde utilise au Québec, aux États-Unis, ça vient de la largeur des carrioles dans ce temps-là. OK. On a Fait que dans le fond, vraiment on a des pris... carrioles sur un rail Ouais, avec une locomotive. Est-ce que c'est les mêmes standards qu'il y avait en Angleterre? oui, il me semble que oui, c'est un standard qui a été adopté assez rapidement, mais comme je l'explique, il existait d'autres types, c'est l'écartement des voies. Il y en Ouais. existait plusieurs autres. Puis au début, le fait que ça soit pas standardisé, il va y avoir différents projets que je vais vous parler justement là par Fait que rapport là, à ça. on aurait pu avoir deux chemins de fer concurrents qui auraient des grandeurs différentes si c'était pas standardisé. En fait, ça s'est vu même. Parce que Wow. là, une fois qu'en 1836, on a lancé le premier chemin de fer, je pense que je pourrais quand même donner certains détails dessus là pour les gens. Il y avait deux locomotives pour cette voie ferrée-là, dont une qui s'appelle la Dorchester. Elle a été construite en Angleterre, bien évidemment, parce qu'au début de l'industrie ferroviaire, en fait, au début, tout ce qui touche le chemin de fer, c'est importé. On fabrique rien ici avant un certain temps. On avait-tu Euh, déjà des places pour faire ça? C'est quand même beaucoup de métal à gérer. À ce moment-là, non, parce que c'est une technologie qui est complètement nouvelle. Puis il faut savoir aussi, le Québec n'est pas un emplacement où il y a des industries capitalistes avant C'est les venu années plus 1800. tard. Ouais. Exactement. À cette époque-là, on est encore dans l'époque artisanale, puis ce genre de machinerie-là, faut fabriquer ça dans des usines. La vitesse maximale que ça pouvait se déplacer, ce qui est quand même impressionnant, c'est 48 km/h. Lors des premiers essais, ils vont avoir des problèmes, puis ils iront pas à cette vitesse-là, mais quand même, tu penses qu'à cette époque-là, se déplacer à une aussi grande vitesse, les gens ont jamais vu ça. On va voir quand je vais vous parler d'un train très célèbre qui touche la région des Laurentides un peu plus tard. Je vais vous expliquer comment que la construction ça se fait. Puis on va voir que le train, justement, c'est une infrastructure qui est exigeante pour permettre justement les déplacements à grande vitesse. Mais ce train-là, le train qui va entre la Prairie puis Saint-Jean-sur-Richelieu, il est inauguré en 1836, puis l'année suivante, il va servir dans des événements qui sont très connus dans l'histoire du Québec, dans les rébellions patriotes. Ah ouais? Ce train-là va transporter les soldats britanniques en direction de Montréal qui s'en vont justement à Saint-Eustache régler le conflit, la question patriote, là. Ben après ça, ils vont prendre un bateau à vapeur pour traverser sur l'île de Montréal. La même chose pour traverser du côté de l'île Jésus. Puis ensuite, ben, entre l'île Jésus et la rive nord, il y a un pont. À ce moment-là, c'est le premier train du Québec, mais quand même, c'est impressionnant. Ce train-là, il va être allongé plus tard. Je vais vous sortir les dates ici. En 1851, cet embryon de voie ferrée-là est allongé vers le sud, donc tout juste
à la frontière des États-Unis, du côté américain. On s'en va à Rouse Point, j'espère que je le dis comme il faut, dans l'État de New York. En 1852, il va être allongé le long du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la Saint-Lambert, qui est aujourd'hui Longueuil. Et puis, en 1857, il va être fusionné avec le Montreal and Lachine Railway, qui, lui, a ouvert en 1847. Et puis, vous comprendrez que, vu son nom, il relie la ville de Montréal, qui à ce moment-là correspond au vieux Montréal actuel, et le village de Lachine. Et ça aussi, c'est intéressant parce que le chemin de fer a été construit dans cet endroit-là pour compenser le fait qu'il fallait éviter les rapides de la Chine. OK. Parce que le canal, il était pas... Ouais, il venait juste d'être construit à ce moment-là. Exact. Le premier canal. Le premier canal de la Chine avait seulement une vingtaine d'années, puis il était vraiment pas la largeur qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la voie maritime, là, carrément. Là. C'était pas adapté pour tous les types de transports, surtout pas pour des navires un peu plus imposants. Et donc, le chemin de fer venait répondre à ce besoin-là. Par ailleurs, c'est pas le seul, hein, ce chemin de fer-là, pardon, à contourner un obstacle naturel. Dans les Laurentides, la région qui m'intéresse, il va y avoir un train assez rapidement dans l'histoire des trains au Québec. En 1854, on inaugure le Carillon and Grenville Railway. Et ça, ce projet-là est intéressant parce que d'abord, on utilise un empattement qui est beaucoup plus large, donc une voie ferrée qui est beaucoup plus élargie que celle qu'on connaît dans le standard canadien qu'on appelle. Mais également parce que ce projet de train-là, c'était supposé relier Montréal à Bytown, qui est aujourd'hui Ottawa. Puis, à l'époque, c'était assez complexe de faire des chemins de fer. Ça demande énormément d'argent. Puis, généralement, c'est des intérêts privés qui souscrivent de l'argent dans les premiers projets de chemin de fer. Tu sais, par exemple, là, le chemin de fer à la Prairie, John Molson, hein, le grand industriel montréalais, a mis de son argent dans ce projet-là. Joseph Masson, qui est le premier millionnaire canadien-français, a aussi participé financièrement à ce genre de projet-là, si je me rappelle bien. Et donc, le projet entre Montréal puis Bytown, on va juste construire un segment de quelques kilomètres entre la ville de Carillon, où il y a le barrage aujourd'hui sur la rivière des Outaouais, et puis la ville de Grenville, parce qu'il y a des rapides à cet endroit-là. Et donc, aucun navire ne peut continuer plus loin sur la rivière des Outaouais à cause de ces rapides-là. Il y avait des bateaux à vapeur qui se rendaient jusqu'à Carillon. On débarquait les passagers à cet endroit-là. Vous embarquez dans le train. Vous vous rendez jusqu'à Grenville. Vous embarquez dans un autre. Et voilà. Et malheureusement, ce projet-là n'a jamais été prolongé. C'est d'autres projets, finalement, qui vont se faire à la place. OK. Puis, qu'est-ce qu'on transporte durant cette époque-là, au début, là, à part des passagers, là, j'imagine, mais quelle marchandise qu'on transporte? Trésors cachés dans les cœurs, ils vivent. À chaque épisode, une nouvelle page. Découvrons ensemble tout cet héritage. Parlons ancêtres. Moi, au point de vue technique, ce que j'ai trouvé intéressant de voir avec Philippe, c'est comment est-ce qu'ils ont développé, tu sais, comme il disait, au début, on appelle ça des chemins de fer, là, mais déjà, c'est pas en fer. Là. Même maintenant, c'est pas du fer, c'est du métal, oui. Mais, originellement, c'était en liste de bois. C'est particulier. Puis au début, c'était, tu sais, ça remplaçait, dans le fond, le but, c'était de remplacer les chevaux. Puis c'est le déplacement. L'objectif de cette nouvelle technologie-là, c'était de raccourcir les distances, ou en fait, les temps de déplacement, la vitesse à laquelle ça se déplaçait, parce que, tu sais, on se déplaçait à cheval, on se déplaçait en bateau. C'était pas encore la période, là, les automobiles, d'une façon vraiment répandue. Ça existait, là, au début, là, ils ont commencé à en faire pas mal des mêmes époques, mais qu'avant que quelqu'un ait un char ici au Québec, là, ça a pris encore quelques années, puis avant que le monde s'en serve, ça a pris vraiment encore beaucoup d'années. Puis là, on a une technologie qui permet de se déplacer. C'est quand même, tu sais, ça l'a vraiment aidé au développement, là, des régions surtout, mais aussi de l'expansion des échanges avec l'extérieur. Ouais, puis faut savoir qu'on est à l'époque de la révolution industrielle et on a besoin d'énormément de bois, que ce soit pour la construction, que ce soit pour chauffer, que ce soit pour faire du charbon de bois. Le bois est le moteur économique là, de la province, là, parce que du bois,
il y en a au Québec. Oui, mais il est loin des villes, mettons. C'est ça, il est loin des villes, puis bon, comme c'est principalement les cours d'eau qui permettent là, le transport à l'époque, bon, on va sûrement parler éventuellement de la coupe de bois comme histoire, là, puis parce que bon, oui, il y avait de la drave, il y avait, bon, on transportait les bio par les chemins fluviaux, par les rivières, mais ça reste que le train était quand même d'une efficacité là pour l'amener d'un endroit à l'autre là, parce que bon, amener du bois à New York par la rivière Hudson à l'envers, ça allait pas bien là, tu sais. Fait que bon, ceci étant dit, le train est une avancée technologique majeure qui va aider là, au développement là, de la colonisation au Québec. Puis bon, on va continuer ça avec dans les mois prochains, hein, tout comme l'histoire de Saint-Lazare. Moi, je trouve ça, il y a une chose que je trouvais qui était quand même une coïncidence, là, c'est qu'il y a quelques mois, comme vous savez, on est allé au Poutine Fest, puis on a passé par Rouse's Point. Par hasard? Tout à fait par hasard, là, au lieu de passer par la colle, on a passé par Rouse's Point. Puis Rouse's Point, ben, c'est le point là, qu'on a connecté par train là, le plus rapidement là, proche des États-Unis, que comme Philippe en parlait là, durant son entrevue. Ceci étant dit, si vous voulez avoir Philippe en conférence, hein, moi j'ai déjà assisté à une de ses conférences que je vous recommande, il est excellent. Ben, communiquez avec lui, hein, histoire d'un heure, on aura les coordonnées aussi en commentaire. Avant de terminer notre dernier petit sujet, comme qu'on disait, on termine ça avec les sports généralement dans un journal au Québec, ben on va faire la même chose ici. Alors, je vous présente là l'histoire du Canadien de janvier 1910. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la revue de presse du Canadien de Montréal du mois de janvier 1910. Une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. On se souvient que c'est suite à une mésentente entre les propriétaires de la Canadian Hockey Association que la National Hockey Association est fondée. Le Canadien fera partie de la National Hockey Association et n'aura eu que quelques semaines pour se monter un club de joueurs canadiens-français. Jacques Laviolette sera celui qui sera mandaté pour monter le club. Les circonstances ne seront pas si faciles puisque dans la Canadian Hockey Association, il y a le club national qui rivalise avec le Canadien pour la signature de joueurs canadiens-français. Entre autres, Didier Pitt, qui a signé pour les deux clubs. L'affaire est en cours puisque le national a intenté une injonction contre Pitt. Bref, on est rendu au lundi 3 janvier 1910 et on ne sait toujours pas pour quel club Didier Pitt va jouer. Dans les journaux, ce qui attire l'attention le 3 janvier, c'est le match inaugural de la National Hockey Association qui aura lieu mercredi le 5 janvier entre le Cobalt et le Canadien. Le mardi 4 janvier sera toujours question du match du lendemain où on peut voir une publicité pour la vente de billets. Les billets les plus chers sont à 1$. C'est aussi aujourd'hui le jour du jugement dans le cas de Didier Pitt. Évidemment, le 5 janvier, jour du premier match, c'est le match en question qui attire notre attention, mais aussi le jugement contre Didier Pitt, qui ira probablement en appel. On mentionne aussi que le national intenterait une injonction contre Ed DeCary et Newsy Lalonde. En 1910, il y a peu d'intérêt dans les journaux pour le hockey professionnel. En fait, le meilleur résumé que je trouve, c'est dans le journal Le Canada, non pas du lendemain, mais 2 jours après le match, où on parle d'une joute époustouflante qui a eu lieu au Jubilé devant 3000 personnes. Est-ce que Didier Pitt a joué? Eh bien oui. Et qui a compté le premier but de l'histoire du Canadien? Eh bien, c'est Newsy Lalonde après 17 minutes en première période. Le match va se terminer en supplémentaire. Si vous ne voyez que 2 périodes, c'est normal parce que jusque-là, on jouait 2 demi. Ce qui n'était pas clair dans les règlements à l'époque, c'est qu'est-ce qui se passe quand c'est égal entre les deux clubs à la fin du temps réglementaire. On est dans le journal Le Canada du 7 janvier. Comme aucune partie ne saurait se passer sans son petit incident, celle de mercredi dernier eut le sien. Vers la fin de la joute, Jack Laviolette, qui se reposait pour avoir jeté son bâton dans les jambes de Vere, sauta tout à coup sur la glace et prétendit que le temps réglementaire de la joute était écoulé. Les chronométreurs se regardèrent avec étonnement et Jack opposa à leur argument
Le fait que l'horloge aux 1000 couleurs de M. Pat Doran marquait 30 minutes. Tommy Hare vint se mettre de la partie et un feu roulant de protestation faillit mettre le feu à la glace. Comme toujours, ce fut la montre des chronométreurs qui régla la question. Le God Save the King fut attaqué par la fanfare, mais le public qui en était à se demander ce que cela voulait bien signifier comprit que les équipes n'entendaient plus à jouer. Les chronométreurs ayant opté en faveur de la réclamation de la violette. Le score de 6-6 ne plaisait pas aux amateurs. Plusieurs quittèrent le patinoire en protestant, mais les plus sages attendirent quelques instants. Les officiers des deux clubs consultèrent les règlements de la Eastern Canadian Hockey Association que la nationale a adoptés et virent que les deux clubs devaient retourner sur la glace et que le premier point enregistré déciderait de la victoire. Ce fut le mouvement le plus à propos de la soirée. L'intérêt de la période supplémentaire fut intense et le résultat final, qui plut à la grande majorité de l'assistance, servit de belle réclame aux Canadiens, au Jubilé et à l'Association nationale de hockey. C'est Skinner Poulain qui va marquer après 5 minutes 35 de jeu. Alors c'est ainsi que s'est réglé le premier match de l'histoire du Canadien. Le deuxième match du Canadien étant dans plus d'une semaine, il se passe pas grand-chose entre le 7 et le 14 janvier. Mais on apprend qu'il y aura peut-être fusion entre les deux ligues. Le lendemain, 15 janvier dans la Patrie, ce serait presque chose faite. Il resterait à s'entendre sur l'échelle des parties et que les parties déjà jouées compteraient dans le classement de la nouvelle ligue. Le dimanche 16 janvier, il ne se passe absolument rien puisque c'est un dimanche. C'est le lundi 17 janvier qu'on va officialiser la chose. L'Association nationale triomphe. En fait, c'est les Ottawa et les Shamrock qui vont joindre à la National Hockey Association. Et contrairement à ce qu'on avait annoncé précédemment, on a une nouvelle cédule ne tenant compte du premier match du Canadien. Donc pour le Canadien, on repart à zéro et le premier match officiel deviendra celui du 19 janvier 1910, alors qu'ils rendront visite au Bury de Renfrew. Le 18 janvier, on nous annonce que le National n'existe plus. Il aurait été question de fusion entre le Canadien et le National, mais ça n'aura pas lieu. Le 19 janvier, jour du premier match du Canadien, le Journal Le Canada se fait la voix du public en écrivant. Maintenant que le Canadien est seul à représenter l'élément canadien-français dans le hockey professionnel, ses dirigeants ne doivent pas oublier qu'il est de leur devoir d'engager les meilleurs équipiers de notre nationalité. Le public l'exige. C'est le jeudi 20 janvier que nous avons eu les résultats du premier match. Malheureusement, le Canadien a été défait par un score de 9-4. Faut savoir que le Renfrew avec Fred Taylor et les frères Lester et Frank Patrick sont le club à battre. Fred Taylor, c'est le Wayne Gretzky en devenir de l'époque, et les frères Patrick, deux vétérans bien établis. Le club est tellement pacté, comme qu'on dit, qu'on va les appeler les Millionaires. Mais bon, si le premier match n'était pas comptabilisé, on veut savoir qui a compté le premier but de l'histoire du Canadien. Eh bien, c'est toujours Newsy Lalonde. Le 21 janvier, on apprend que le Ottawa, champion en titre de la Coupe Stanley, a bien défendu son titre. Le samedi 22 janvier, jour de match où le Canadien ira affronter les Ottawa. Ce n'est que le 24 janvier qu'on aura le résultat, puisque le 23 est un dimanche. Malheureusement, le Canadien a perdu aussi son deuxième match par un score de 6-4. Le 25 janvier, la saga Didier Pitt continue. Et les 25 et 26 janvier, il sera question du prochain match, où cette fois-ci, c'est le Ottawa qui rendra visite aux Canadiens ce mercredi 26 janvier. Tous s'entendent à dire que le Ottawa craint la défaite contre le Canadien. Le 27 janvier, on a les résultats du match de la veille. Et malheureusement, le Canadien a perdu contre les champions de la Coupe par un score de 8-4 devant un aréna rempli de 3000 personnes. Le 28 janvier, il serait question de remaniement de l'équipe. Katarinich serait nommé instructeur gérant et serait remplacé dans les buts par le Dr Ménard, Teddy Grou ou encore Gauthier des Grands-Mères. Parlant de remaniement, la Patrie du 29 janvier nous offre un tableau avec les photos des meilleurs joueurs de hockey canadiens-français. On peut aussi constater le premier chandail du Canadien qui était utilisé lors de la saison 1909-1910. Le 30 janvier étant un dimanche, il ne se passe rien.
Le 31 janvier, on apprend que les dirigeants de la Ligue se sont rencontrés la veille pour parler du cas de Joe Hall. Oui, parce que Joe Hall des Shamrocks a été mis à l'amende parce qu'il aurait frappé et le gardien adverse et un arbitre. Mais comme la réunion a eu lieu un dimanche, elle fut déclarée illégale et on va devoir se rencontrer mercredi prochain. Ceci met fin à la revue de presse du Canadien de Montréal du mois de janvier 1910. Si vous avez aimeriez avoir plus de détails, n'hésitez pas à faire une recherche sur votre plateforme audio favorite. Recherchez Histoire du Canadien et vous devriez trouver assez facilement. Dans ces revues de presse de 4 à 10 minutes, je vous lis tous les articles que j'ai trouvés en lien avec l'histoire du Canadien, jour par jour. Ça s'écoute bien le matin avant d'aller travailler. Le mois prochain, on continue avec les très difficiles débuts du Canadien. On se revoit donc le mois prochain pour le résumé de l'histoire du Canadien du mois de février 1910. Là, c'est quand même le fun. Là, on voit les débuts, la première game du Canadien de Montréal. Ils ont gagné, Ouais, mais en ils ont refait supplémentaire. la ligue, puis ils ne comptent pas. Puis Ouais. après ça, ils n'ont pas gagné. Non, non. Ça n'a pas été une fois la ligue, l'association de hockey reformée était faite. Ça n'a pas été un franc succès. Faut dire qu'ils affrontent 2 fois Ottawa quand même, qui sont les champions de la Coupe Stanley. Ouais, mais la Coupe Stanley, comment ça fonctionne à ce moment-là? Ils font-tu une série 4 de 7 là, avec des finales et des conférences? Comment qu'on a la Coupe Stanley en 1909? C'est Ben, quoi qu'on fait? en fait, ce qui se passe, c'est que justement, Ottawa sont les champions détenteurs de la Coupe Stanley. Puis on se souvient, il y a 2 ligues, il y a la Canadian et la National Hockey Association. Ottawa sont dans la Canadian. Donc, au départ, pour gagner la Coupe Stanley, il faut être champion de la Canadian Hockey Association, puisque Ottawa sont dans cette ligue-là. Donc, ça Quelqu'un de la devient... Ligue, de la National Hockey Association aurait dû. Comment, mettons, quelqu'un de la National Hockey Association, ils peuvent-tu challenger En Ottawa? étant champion de sa ligue, parce que par la suite, OK. un coup que le champion de la ligue a gagné la Coupe Stanley, il n'y a pas de série éliminatoire. Tu es champion de la saison dans la ligue où est-ce que le champion de la Coupe Stanley, donc tu deviens le champion de la Coupe Stanley, et là, tu dois affronter des champions des autres ligues. Tu vas accepter des challenges. Où est-ce OK. que là, bon, là, il y aurait, pour que le Canadien gagne la Coupe Stanley à ce moment-là, il aurait fallu qu'il finisse premier de la National Hockey Association, puis qui challenge le gagnant de la Canadian Hockey Association. Mais là, comme les 2 ligues ont fusionné ensemble et que les Ottawa sont rendus dans la même ligue que le Canadien, donc si le Canadien veut gagner la Coupe Stanley, il doit finir premier de la saison. Mais On ça va voir commence plus pas bien. tard s'ils finissent premier. Mais c'est pas avec les 2-3 games qu'on a vu là que ça va être là. Non, Ouais. non, tout à fait, tout à fait. Là-dessus, je pense qu'on a quand même couvert quelques sujets intéressants aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous voulez intervenir, que vous soyez un conférencier, que vous soyez un auteur de livres, que vous soyez une société d'histoire et de généalogie, que vous voulez participer à l'émission, communiquez avec nous à l'adresse raconte-moi mes ancêtres à commercial@gmail.com, qui est en commentaire aussi. Là-dessus, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton j'aime, en commentant, en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou encore mieux, en partageant la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et une excellente fin de journée à toi, Yann. Merci, bonne journée à tous. Parlons ancêtres, autour d'un feu, les voix du passé. Vivront en nous, de Québec à Trois-Rivières, voyons cet héritage qu'on porte en nous. Écoutez nos histoires riches de vive voix, des braves voyageurs aux terres de bois. Ensemble au présent, guidés par le passé, dans Parlons ancêtres où tout a commencé. La famille c'est plus qu'un nom gravé, c'est des rêves et des vies entrelacés. Des voyages et des terres vierges, nos ancêtres sont notre allégeance.
Notre berge, écoutez nos histoires riches de vive voix, des braves voyageurs en terre de bois. Ensemble au présent, guidés par le passé, d'en parlons ancêtres où tout a commencé.